Voilà. C'est parti. Donc vous me dites si au niveau du son ça bug, mais normalement c'est bon. Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente une petite conférence, on va dire un vrai focus sur les sculptures qui sont les sculptures Aniwa. Donc j'en parlais sur Twitter notamment, avec un focus sur des sculptures en fait. Chacun, en fait, on en parle rarement, ce qui est assez étonnant parce que c'est vraiment des belles sculptures. Et quand je parle de sculptures, c'est que c'est aussi assez rare, hein, parce que ce sont des sculptures qui sont des pièces en terre cuite qui datent donc du 3e, 5e siècle, on va en parler. Et puis je trouve qu'on ne les met pas suffisamment en avant. Il y en a certaines qui sont exposées, dont une, j'en parlais tout à l'heure, au musée de Nice. Je vais baisser peut-être un peu le son, au musée de Nice, et qui vaut vraiment le détour parce que c'est d'un point de vue artistique, ce sont vraiment des très belles pièces. Et je trouve que, encore une fois, ce sont des pièces évidemment qui sont très fragiles, mais qui valent le coup. Ne serait-ce que, juste encore une fois, pour simplement le fait que ce soit artistiquement beau. J'ai fait pour l'occasion un petit concours qui se termine donc aujourd'hui à 18h. Là je vous mets mon Twitter, qui est un concours. C'était aussi pour fêter le lancement de cette chaîne, puisque l'idée, comme je disais, c'était aussi de partager sur cette chaîne, profiter en tout cas de cette chaîne pour partager aussi bien tout ce que j'aime par rapport au Japon, à la Corée, mais aussi de faire des petites conférences, faire des petites présentations comme ça, accessibles. Le partage, l'idée c'est pas de faire des conférences compliquées ou pas facilement encore compréhensible. Donc là l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit accessible. Si je peux au mieux répondre à vos questions, je le fais. S'il y a des choses que je dois aussi peut-être étudier un peu plus tard, si j'ai des questions un peu plus pointues, je le ferai, puis je referai un live. Enfin l'idée c'est vraiment d'échanger, puis de vous donner comme ça, de faire des focus sur des pièces d'art japonais et coréen, pour vous donner aussi envie, vous montrer la diversité de ces deux cultures, puisque c'est ce que je connais, en tout cas en particulier. Après il y a des choses qu'il faut que je découvre encore, Il y en a toujours à découvrir. Donc là, petite présentation de Saniwa, et puis à la fin je ferai le tirage au sort du concours, puisque vous avez été, par rapport à ce concours, je sais plus, je reprends mon tweet, mais je crois qu'il y a à peu près 30 participants pour ce livre, qui est un livre qui avait été édité en 2001 par les Maisons de la Culture du Japon suite à une exposition qui était très très bien, je me souviens, qui était vraiment unique, parce que je crois que la précédente exposition sur les Aniwa, les sculptures comme ça en France, c'était dans les années 80 ou 90. Donc autant dire que c'était une belle expo, et peut-être qu'un jour il y en aura une nouvelle, je souhaite, en tout cas si les Maisons de la Culture du Japon m'entend, go pour faire une nouvelle exposition sur l'Aniwa. Je vous présente je passe sur ma petite présentation que j'ai faite, que vous retrouvez de toute façon en replay sur YouTube. L'idée étant, encore une fois, de pouvoir partager ce petit topo. Bien entendu, je ne vais pas trop loin dans le détail. Même si je suis historien de l'art, je ne suis pas archéologue, dans le sens où peut-être il y a certains topos d'un point de vue fabrication de ces pièces, où on n'a pu les retrouver, ou toutes les infos même sur les actualités en termes de recherche, puisqu'il y a eu des nouvelles recherches qui ont été faites aujourd'hui au Japon. Ça c'est plutôt un archéologue. On pourra faire un topo, ça peut être faisable en tout cas avec un spécialiste. Là l'idée c'est, je dirais, de mettre les premiers pieds dans le monde des Aniwa et vous donner envie d'aller plus loin et de découvrir ces pièces qui ont vraiment une particularité, en tout cas, d'avoir entre guillemets vécu entre le 3e et le 5e siècle. Et puis par la suite, en tout cas dans la culture japonaise, on n'a pas forcément retrouvé des pièces en terre cuite de ce même type, ne serait-ce que avec toute l'histoire culturelle religieuse au Japon, on a le shintoïsme, en tout cas toute la religion shinto était toujours présente, mais avec l'avènement du bouddhisme et puis après du christianisme, évidemment les usages en termes de culture, je veux dire culture funéraire,
ont évidemment changé. Donc ça, c'est vrai que ce sont des pièces, on va le voir, ce sont des pièces qui ont été utilisées, pendant pour protéger les tombes, je vais en parler, entre le 3e et le 5e siècle. Donc cette petite présentation, je le redis, vous la retrouverez de toute façon en replay sur ma chaîne Twitch. Vous la retrouverez aussi sur YouTube, là dans la foulée, donc voilà, dès ce soir c'est sur YouTube. Et puis j'en ferai éventuellement des liens sur Twitter. Vous pouvez toujours me suivre, je le dis là, autopub, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur TikTok, je fais des petites vidéos de présentation, notamment par exemple d'exposition, voilà, des vidéos assez courtes, et puis évidemment sur Twitch et sur YouTube. Voilà. Donc les Aniwa, je vous ai mis, normalement vous pouvez le voir si vraiment vous voyez pas bien, vous voulez que je zoome, vous me dites. En tout cas c'est juste, je vous ai remis la chronologie que je reprendrai régulièrement quand je fais ces petits formats, on va les appeler conférences, parce que ça permet, je trouve que c'est toujours important de se repérer dans le temps, dans l'histoire japonaise, dans l'histoire de l'art. Surtout que là on est sur des périodes qui sont assez anciennes, je dirais, entre le 3e et 5e siècle, donc la période Kofun, sa période, vous pouvez voir la période orange, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez mon curseur, donc la période orange qui est ici, 3e, 5e siècle, qui fait suite à la grande période qui est la période Yayoi. Donc là on est vraiment sur des temps anciens, avant de rentrer évidemment sur ce que peut-être vous connaissez, mais notamment la période Nara, Heian, Kamakura, etc. Donc là on est vraiment sur une période qui est très intéressante artistiquement parlant, puisque on va dire que c'est les prémices de l'art purement japonais. Même si cet art-là de céramique de terre cuite s'est retrouvé en Chine évidemment, s'est retrouvé en Corée, au Japon, c'est vraiment à partir du 3e siècle où on a eu l'usage de ces terres cuites. Donc ce sont des sculptures uniquement en terre cuite, ça c'est sûr. En tout cas, il n'y a pas eu d'autres matériaux, hein. On est vraiment sur de la terre cuite. Et leur nom Haniwa, Haniwa veut dire cercle de terre cuite, cercle ou cylindre de terre cuite. Voilà, simple, comme toujours au Japon. Puisque la forme en fait de ces sculptures est souvent, je dirais, en forme de cylindre. On peut le voir à la base, comme ici par exemple sur forcément cet Haniwa qui est forme purement cylindrique. Le terme colle vraiment à la forme. Même on va le voir après sur des formes qui sont des formes par exemple anthropomorphes, qui représentent un humain. On va voir qu'il y a toujours une base de cylindre. Pourquoi ? A priori, les chercheurs s'entendent sur le fait que ça fait suite au support de jarres cylindriques funéraires de la période Yayoi, donc la période avant 300, où donc il y avait des jarres, pareil au niveau de tombes, et les supports de ces jarres étaient cylindriques et en terre cuite. Alors voilà. Est-ce que c'est tiré par les cheveux ? Voilà, pour le moment, c'est toujours pareil, hein. Tout dépend des recherches et de l'avancée des recherches archéologiques. En tout cas, a priori, ça va dans ce sens-là. Ça part d'une création de socle, et du socle, on en a créé des sculptures, on en a créé autre chose. Concernant je vais peut-être couper le son, non, c'est bon, vous n'entendez pas, c'est très bien. C'est une petite vidéo que j'ai postée sur Kogei-san sur TikTok, sur le fameux cheval, c'est mon préféré, et que vous pouvez voir en France, je vous le remettrai après, que vous pouvez voir en France au Musée des Arts Asiatiques de Nice, qui est un super cheval. Vous pouvez, j'essaie de tourner autour pour que vous puissiez vous en rendre compte, un super cheval Aniwa qui est en parfait état et qui est représenté au musée de Nice. Allez-y, le musée, en grosse parenthèse, publicité pour ce super musée, avec une très belle collection, pas que japonaise, hein, d'Asie du Sud-Est, vous avez énormément de choses, une très belle collection. Et il y a notamment dans ces collections ce fameux cheval Aniwa. Je vais le mettre et puis je vais le mettre en pause. Tac, parce que si je mets en pause, ça se met noir. Eh ben c'est pas grave, je le laisse tourner comme ça. Là, je vous ai fait juste un panorama des types d'Aniwa qui existent. Donc, les Aniwa sont très diverses, sont vraiment diverses et variées. On le voit, vous avez donc le pot cylindrique qu'on peut retrouver ici. Je vous ai mis les petites références pour que vous puissiez, si vous allez au Japon, il y a un lieu que vous devez absolument voir, c'est le Tokyo National Museum, le TNM, qui est donc le musée d'art. Là, vous allez dire que c'est le Louvre à Tokyo. Allez-y, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des collections. Je vais boire un coup d'eau. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des collections, notamment l'ensemble des collections de Aniwa.
À la vôtre. C'est de l'eau, hein, pas du saké. Je vais faire de la ASMR. Et ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez donc différents types d'aniwa anthropomorphes, comme on le voit ici avec des danseurs. Vous avez des hommes en costume, hommes ou femmes en costume. Vous avez des petits cochons, des poules. Vous avez les chevaux. Bref, on est sur des maisons aussi. Donc on est sur tout un tas de formes différentes et qui vont se retrouver devant les tertres funéraires qui vont avoir cette tête, qui vont, je vais le mettre sur la slide d'après, vous le verrez plus en détail, qui sont donc des tertres funéraires dans lesquels il va y avoir finalement des tombes, un peu comme les pyramides, tertres qui ont la particularité, en tout cas pour ceux qui restent aujourd'hui, il y en a 49, si je ne dis pas de bêtises, qui sont en forme de trou de serrure. Là-dessus, sur l'histoire de pourquoi trou de serrure ou pas, il y a des recherches sur ce sujet. Dès que j'aurai l'info, je vous la donnerai, mais c'est encore, a priori, c'est encore un mystère de la forme de ces tertres funéraires. En tout cas, il y a plusieurs hypothèses, mais les chercheurs aujourd'hui, personne s'est mis d'accord sur le pourquoi on a des tertres funéraires qui sont de cette forme-là. Il n'y a pas que cette forme-là, mais c'est vrai que c'est en tout cas la forme qui existe aujourd'hui. Là, vous allez voir au Japon, vous pouvez aller vous rapprocher et voir en vrai ce tertre. L'idée, pour revenir sur l'idée de ces fameux Aniwa dans ce magnifique guerrier qui est au TNM, que vous pouvez voir, c'est d'accompagner de toute façon, à la base, c'est un peu encore une fois comme en Égypte, où c'est d'accompagner les morts, d'accompagner des morts qui sont, comme je le mets ici, des morts surtout de haut rang, aristocrates, des guerriers, c'est pas le commun des mortels qui aura sa place dans un tertre funéraire et qui aura des sculptures Aniwa au pied de son squelette. Mais l'idée, voilà, c'est d'accompagner les morts et c'est de protéger ces morts. Alors, j'en parle aussi sur l'idée de ces Aniwa. Alors, c'est évidemment fortement lié à la religion de l'époque qui était, s'il y en a qu'une, pareil, ça en termes de recherche à voir, mais c'est du shintoïsme ancien. Hein, donc, sans rentrer dans le détail sur le shinto, on parle là des kami, des esprits qui existent et qui sont en tout cas une forte croyance aujourd'hui, même encore au Japon. Donc on est sur un shinto ancien. Et ces tertres funéraires, donc, qui sont donc des tertres, des sortes de grands monticules, vous voyez aujourd'hui, ils sont boisés. Devant ces tertres, en fait, les sculptures étaient représentées. En tout cas, étaient disposées devant. En tout cas, c'est ce qui a été retrouvé d'un point de vue fouille archéologique. Toujours pareil, les fouilles, alors moi je ne suis pas archéologue, hein, je suis historien de l'art, mais en archéologie, on a une donnée à l'instant T. C'est-à-dire on a, en fonction des différentes recherches qui ont été faites, des différentes fouilles qui ont pu être faites, on estime que les fameux Aniwa ont été disposés à tel endroit. Vous voyez, le Kofun, hein, qui est incroyable. Celui-ci, il est énorme, hein, donc c'est le plus grand, c'est même plus grand que la pyramide de Gizeh. C'est le Kofun, le tertre, donc le tombeau de l'empereur Nintoku, c'est 313-399, qui mesure 486 mètres de long. Alors, je sais que c'est difficile comme ça à se rendre compte, on le voit, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo, parce qu'on se rend compte de l'ampleur du machin, par rapport à un stade, par rapport au bâtiment, c'est énorme. Donc il faut le protéger, ce fameux tertre. Donc on va le protéger avec les fameux Aniwa. Je vous ai mis ici pour se rendre compte aussi de l'idée, parce que là on ne se rend pas compte. Quand c'est boisé, forcément, on se demande ce qu'il y a là-dessous. Vous avez ici une image 3D du Kofun de Tsukuriyama, où on voit que c'est une structure qui se rapproche, encore une fois, attention, rapprochement... J'utilise juste le terme de rapprochement, sinon je vais me faire taper dessus par des chercheurs et archéologues, mais on voit bien que ça se rapproche un peu de ce qu'on voit par exemple en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'on voit que on est sur un tombeau qui, voilà, par le temps dessus a été, il y a des verdures hein, et du bois dessus, mais ce tombeau, je vous ai mis en dessous la photo où on voit. Quand on est au niveau 0, on voit que c'est boisé. Hein. On n'imagine pas que ça a la forme d'un trou de serrure. Le tombeau en dessous, et c'est là qu'en tout cas on va pouvoir retrouver
les squelettes des empereurs et autres guerriers. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, puisqu'encore une fois, c'est pas ma partie. Moi, c'est vrai que je m'arrête essentiellement aux objets, et donc en l'occurrence, les fameux Aniwa. Concernant la fabrication de ces Aniwa, donc ces Aniwa, comme je disais tout à l'heure, on est sur de la terre cuite. Donc terre cuite, de l'argile, sont fabriqués sur une technique de construction qu'on appelait donc les wasumi, puisqu'en fait ce sont des colombins finalement de terre cuite qui sont montés les uns sur les autres pour ensuite créer des formes et qui sont ensuite séchés, modelés puis séchés à haute température comme on le fait même encore aujourd'hui. Et ces sculptures ont la particularité aussi de pouvoir avoir des dimensions très variées. Des pièces qui vont faire 30-40 cm à des pièces qui peuvent atteindre, comme je le mets, par exemple 2 mètres de haut. Donc il n'y a pas un format de pièce, il n'y a pas une taille de pièce, c'est pas des petites pièces, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte comme ça par exemple de ce noble, mais ce noble il fait de mémoire, il fait 40-50 cm quand vous l'avez sous les yeux, vous avez une belle sculpture sous les yeux, comme le cheval Aniwa, il fait, j'ai pas la dimension en tête, mais il fait peut-être 80-90 cm de haut, c'est un beau bébé quoi. Ok, donc ça, cette sculpture, on est sur des petites pièces, donc on est sur des belles pièces, pas petites justement, et vous pouvez imaginer d'en avoir plusieurs justement présentés devant ces terres, d'où l'idée que on était sur une protection justement du tombeau. Quand vous avez plusieurs pièces comme ça, des guerriers, des soldats, des chevaux, on se dit je vais peut-être pas avancer quoi, on sait jamais, surtout si encore une fois, spirituellement parlant, c'est chargé, on va peut-être se retenir d'avancer. Et donc, cette technique, pour revenir là-dessus sur l'histoire de la technique de la sculpture, comme on le voit dans d'autres civilisations, c'est que ça permet justement de modeler un peu ce qu'on veut. Et finalement, comme je le disais aussi en introduction, c'est qu'on va retrouver des animaux, des bâtiments, des guerriers. On va aussi, nous, aujourd'hui, mieux comprendre cette culture Kofun et on va finalement arriver, de par les détails, de par les types de personnages qui sont représentés, à aussi voir finalement un peu comme des tableaux de l'époque et essayer de comprendre comment c'était finalement entre le 3e et le 5e siècle. Voilà. Je vous dis, je rentre pas dans le détail, l'idée n'est pas, sinon on peut y passer 2 heures, l'idée c'est de vous donner un aperçu de ces Aniwa et de vous donner envie d'aller plus loin. Je pense que c'est ce que je peux faire. Maintenant, si vous avez des questions, que ce soit en commentaire pendant le chat ou que ce soit en commentaire même après sur YouTube et autres, n'hésitez pas à me poser des questions. Contactez-moi si vous avez des questions même précises sur la manière d'une fabrication, sur les dimensions, allez-y, n'hésitez pas. Comme je disais, la connaissance de ces Aniwa aujourd'hui dépend évidemment des fouilles archéologiques qui sont faites. Dernièrement, il y a une fouille qui a pu permettre de ressortir de nouveaux Aniwa qui ont été découverts. Bon, il faut savoir que les fouilles archéologiques, c'est toujours pareil. C'est quand il y a des travaux, des réhabilitations, des fouilles qui sont lancées et on va identifier un lieu et tac, on va tomber sur ces fameux tertres, en tout cas restes de tombeaux, et on va donc pouvoir découvrir ces Aniwa qui a priori n'étaient pas seuls, puisque les Aniwa étaient aussi présentés avec des objets en or, en bronze, en différentes céramiques. Donc on a retrouvé finalement tout un tas d'objets et de pièces autour de ses propres sculptures qui étaient Aniwa. Donc on était vraiment sur un ensemble. J'ai pas trouvé d'illustration qui pourrait donner une idée de l'ensemble présenté devant un tertre. Maintenant, je pense que vous imaginez, je pense que vous avez déjà vu les tombeaux égyptiens où on voit le cumul de pièces, de sculptures. On est sur quelque chose d'assez chargé. Faut imaginer que c'était à peu près la même chose à Kofun. Okay, encore une fois, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui avec les connaissances archéologiques aujourd'hui, 2023. Demain, on va sûrement découvrir de nouvelles choses. C'est pour ça que l'archéologie, c'est une passion sans fin, parce que vous dites que tout est encore possible. On peut reconnaître, on peut encore découvrir et connaître de nouvelles choses avec ces recherches. Ce qui est important aussi, c'est le souci du détail. Comme je le mets, vous pouvez voir qu'on a des sculptures Aniwa qui sont
très détaillé. On pourrait dire, c'est des sculptures en terre cuite ancienne, ils vont faire un truc basique, grossier, pas du tout. On est sur des pièces qui sont détaillées, qui sont très fines, comme vous pouvez le voir par exemple cette scène de cheval. D'ailleurs, ce qui est assez commun sur le cheval, sur les chevaux et sur les sculptures humaines, on voit plusieurs stries. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur toutes les Aniwa, quasiment tous les Aniwa, anthropomorphes ou animaliers. Et vous allez voir ici le détail de la selle qui est juste magnifique pour un cheval de Kofun du 5e siècle. Ok, 400 et des poussières quand même, hein, 5e siècle, il faut quand même se remettre à l'époque. Et de se dire aussi que ces sculptures que vous trouvez là au Tokyo National Museum, comme le magnifique cheval, mon chouchou de Nice, qui est en parfait état. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir ces pièces-là aujourd'hui. En tout cas, moi, personnellement, à chaque fois que je les vois, je suis comme un fou. Un sujet hyper intéressant, c'est le fait que ces Aniwa étaient... Alors attention, pas tous, hein, mais plusieurs Aniwa étaient tatoués. Ce qui peut paraître hyper étonnant, mais en fait c'est vrai que cette partie-là, moi, m'intéresse aussi particulièrement, du fait que ça montre aussi les transferts de population. On sait que le Japon c'est une île, mais bon, faut pas se voiler la face, il y a des peuples qui ont migré, qui ont bougé, on est sur vraiment des mouvements de population, qui viennent par exemple d'autres territoires. Donc ce qui est intéressant, c'est que certains Aniwa tatoués de divers motifs. Donc je vous ai mis, encore une fois, c'est pas exhaustif, mais il y a des losanges, des ronds, des cercles, des vagues, plein de types de motifs, et qui n'étaient pas que sur le visage. Vous voyez la photo à côté de cet homme qui est pareil, qui est au TNM, mais vous allez aussi avoir des tatouages sur les bras, des tatouages sur le corps, sur le torse, vous allez avoir des tatouages un peu partout. A priori, pareil en termes de recherche, ce que les archéologues et chercheurs disent, c'est qu'aujourd'hui, les Aniwa, alors, au-delà de l'objet en lui-même permet de protéger les tombes, les symboles représentés sur ces objets, donc sur ces Aniwa, permettaient de protéger les tombes. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, on est dans une période où la religion, qui était dans la religion Shinto ancien, je peux peut-être faire un focus là-dessus d'ailleurs, sur le Shinto, la croyance du Shinto. Alors, évidemment, dans ces périodes c'est plus compliqué, on tombe plus vraiment dans l'archéologie que l'histoire de l'art, mais les symboles utilisés étaient très probablement porteurs de croyances et d'une certaine spiritualité, ça c'est clair et net. Donc les symboles qui étaient là, on avait des symboles liés à cette religion, des croyances. Il y avait peut-être probablement aussi, d'autres croyances. Ça, c'est encore un sujet à pousser. Il faudrait toute une vie, plus d'une vie pour étudier ça. Mais c'est aussi, et là pour le coup, là c'est un point qui est sûr de chez sûr, c'est que ces motifs représentaient certains clans. Clan égale région. Je vous ai mis une image tirée d'un thread de l'excellent Xavier. Je vous ai mis le thread son Twitter, allez-y, archéologue spécialiste du métal, avec qui j'étais à la Sorbonne. Xavier, prof au Japon et spécialiste notamment en archéométallurgie. Donc Xavier MT3, qui a fait un petit thread sur justement les tatouages Aniwa. Et donc j'ai repris ces images, merci Xavier. Dans lequel, puisqu'il y a eu une recherche en fait qui avait été faite sur les Japonais de cette époque, les Wa, donc on a identifié, en tout cas par rapport aux recherches archéologiques, des Aniwa dans des régions et avec des tatouages différents. Comme vous pouvez le voir, on voit qu'il y a des stries à certains moments, des stries sur le visage, des stries plutôt en demi-cercle, des motifs sur les bouches, des motifs sous les yeux. Voilà, on est vraiment sur une variété. On voit bien qu'en termes de motifs, pour le tatouage, c'est très strié. Mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas que ça, comme on peut le voir sur la sculpture qui est à droite. Mais ce travail-là archéologique permet de déterminer finalement qu'on avait des Aniwa par région. Par région égale clan.
comme on peut le voir beaucoup plus tard, avec évidemment les samouraïs, où clan de samouraï égale région, à peu près. Mais ça, c'est assez intéressant, puisque derrière, vous allez pouvoir faire des croisements potentiellement entre les populations qui auraient pu passer d'une région à une autre, ou qui auraient pu faire des échanges culturels, artistiques, etc. Donc, cette notion de tatouage, elle est assez intéressante, et je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut encore pousser. Si demain, j'ai pas l'impression qu'il y ait de recherche dessus, si demain, pour ceux qui m'écoutent ou qui me lisent ou qui verront cette vidéo plus tard, si vous voulez vous lancer dans l'archéologie, notamment au Japon, je pense que ce sujet du tatouage sur les Haniwa est un sujet à creuser. Il y a eu des recherches qui ont été faites au Japon sur les Haniwa. Je pense cependant qu'il y a quand même un sujet une recherche plus poussée, en tout cas, qui pourrait être faite. Par exemple, aussi, un point à voir serait les motifs sur les tissus. Donc, qui sont des motifs qui sont complémentaires, comme on peut le voir sur cet homme-là, 5e siècle TNM. Donc, je rappelle, TNM, c'est le Tokyo National Museum. Musée à voir absolument si vous allez au Japon. Vous pouvez voir ici les motifs qui sont les motifs sur le visage et les motifs sur les vêtements. Donc, où on voit que vous avez des stries sur le vêtement. Donc des stries, ce qui veut dire que l'argile a été dessinée. Et en plus, vous avez des teintes différentes pour représenter les motifs. Donc là, on a un double travail artistique qui, aussi bien dans la matière que par la partie couleur, par des pigments, qui fait que vous avez un ensemble. Et ça, c'est ce qu'on a encore aujourd'hui. Donc il faut imaginer la pièce au 3e siècle, au 5e siècle, avec des couleurs, voilà, je ne vais pas dire pimpantes, mais enfin des choses qui devaient être incroyables une fois sur place. D'où l'idée, encore une fois, excusez-moi, je bois un coup, à la vôtre. Sans ASMR, où vous allez pouvoir, je pense, enfin, je reprends ma discussion, vous allez, une fois que vous êtes devant les fameux tertres avec l'ensemble de ces sculptures, vous vous dites, je vais peut-être pas m'y aventurer, quoi. Très belle sculpture, les deux sculptures que vous avez au milieu à droite, idem, issues du TNM. Faut dire aussi que c'est majoritairement, en tout cas, ces collections sont au Japon. Il me semble qu'il y en a en Corée aussi. De mémoire, j'en ai vu une. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'on est quand même sur des pièces qui sont très fragiles. Forcément, on est sur de l'argile. Donc, certaines pièces sont cassées, mais même pas forcément recollées d'ailleurs. Ça, d'un point de vue scénographique, c'est aussi intéressant à regarder, puisque quand ces pièces sont présentées, elles ne sont pas forcément présentées sur des supports, des choses qui les tiennent parce que c'est à moitié pété, pas du tout. Vous avez des pièces qui ne sont pas cassées. Certaines ont été évidemment reprises, comme on peut le voir à droite sur cet homme. Je vous l'ai mis parce qu'au-delà de son état, vous pouvez voir des tatouages double niveau, le tatouage sur le visage avec les pigments, sur les bras, sur le torse, et le fameux tatouage façon plutôt scarification finalement sur le bras. Ça, très intéressant. Donc d'où ma remarque sur l'idée de faire un sujet là-dessus, parce que je pense que en termes de symbolique, encore une fois, c'est lié avec les infos qu'on peut avoir, mais il y a un sujet à pousser. Concernant les Haniwa, je pense que c'est un sujet de toute façon qui est un sujet sans fin. Là, je arrive sur la fin de ma présentation. Encore une fois, c'est la possibilité, je vous donne la possibilité de découvrir, de vous donner envie d'aller plus loin, de découvrir ces superbes sculptures. Je vous ai mis à droite là un magnifique guerrier. Vous voyez le corps, le corps a disparu, mais on voit la finesse, ne serait-ce que de ce masque qui date. Alors, entre le 3e et 7e siècle, c'est souvent sur la période Kofun, ça n'a pas été forcément daté au carbone 14. On est sur des sculptures qui sont très fines. On est sur un visage qui est fin, il y a des choses qui se retrouvent, parenthèse, en termes même de design
culture avec les masques, par exemple les masques d'An ou en Afrique, en un premier, donc beaucoup plus tardif aujourd'hui. Il y a des choses qu'on retrouve et c'est assez étonnant d'ailleurs entre les cultures. Ça c'est vrai que c'est ma passion de faire des rapprochements comme ça entre les cultures et de présenter aussi des pièces différentes. Puisque je précisais, c'est mon métier, de présenter des pièces qui sont cultures différentes. Et c'est vrai que quand on voit cet Aniwa guerrier avec ce visage, je vous invite à aller regarder des masques africains. Il y a des choses qui sont assez intéressantes. Mais idem en Nouvelle-Guinée, Papouasie, vous avez des choses qui se retrouvent, qui n'ont rien à voir. On est sur du bois, je suis d'accord, mais en termes de design, il y a des choses qui se rapprochent. Je ferme ma parenthèse. Ce qu'il faut noter, et c'est ma conclusion, concernant ces Aniwa, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur un patrimoine culturel, on est sur un patrimoine qui est protégé. Les Aniwa sont des trésors nationaux du Japon. Je pourrais peut-être faire un petit focus là-dessus d'ailleurs pour vous expliquer ce que c'est les trésors nationaux vivants, les trésors nationaux, comme les sculptures et autres objets d'art. On est sur des objets du patrimoine culturel japonais important. Il y a des critères comme ça de trésors protégés, d'où aussi l'idée que ces objets ne sortent pas tous les 4 matins du pays. Voilà. Donc si vous allez au Japon, je vous invite vraiment fortement à aller au Tokyo National Museum notamment, parce que c'est là où vous allez voir une très belle collection, et ça vaut vraiment le coup de ne serait-ce que sentir ces pièces. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut rester 3 heures devant chacune des pièces à les regarder, mais vous pouvez vraiment vous imprégner de cet esprit Kofu, d'autant plus que vous allez voir une variété, vous avez des animaux, je montrais tout à l'heure rapidement des cochons, des coqs, qui sont hyper bien faits, qui sont incroyables. Même aujourd'hui, je me demande si on serait capable de faire la même chose. Et donc ça représente aussi, c'est ce qui fonde le patrimoine culturel japonais, même si évidemment par la suite vous allez avoir un travail différent de l'argile, vous allez retrouver certains motifs, certains dessins dans les pièces plus tardives, notamment sur les armures, on retrouve des choses. Mais c'est vrai que cette partie-là, cette portion d'histoire, 300, 600, on en a un peu plus tardif jusqu'au 6e siècle, voire plus. On est vraiment sur une fenêtre de l'histoire de la terre cuite qui vaut vraiment le coup. Et si vous vous intéressez à d'autres cultures, amusez-vous si vous avez la possibilité de faire des rapprochements avec ce que vous pouvez voir à droite et à gauche en Asie. On peut évidemment les rapprocher des céramiques des gardiens chinois. Vous pouvez les rapprocher, ce que je disais tout à l'heure aussi, de la céramique coréenne. Bref, les Aniwa, c'est un lien aussi avec tout ce qu'il y a autour. Et une porte aussi sur les autres cultures. Concernant mes sources, je vous ai parlé tout à l'heure donc du tweet de Fred et du compte Twitter d'ailleurs de Xavier que je vous invite à suivre, Xavier MT3. Moi évidemment je vais continuer, c'est le but encore une fois de mon compte de partager régulièrement s'il y a des nouvelles recherches, des nouveaux focus. On pourra faire des reacts en vidéo sur ce genre de recherche parce que je trouve que ça vaut le coup d'en parler. Et on en parle évidemment au Japon, mais c'est aussi important d'en parler en France, surtout pour tous ceux qui aiment et qui s'intéressent à la culture japonaise. Vous ne pouvez pas ne pas connaître les Aniwa. En termes de biblio, moi je vous invite, si vraiment c'est un sujet qui vous avez envie de pousser, à regarder les quelques ouvrages qui sont en dessous. Numéro 1, ça c'est un livre que vous pouvez vous trouver en bibliothèque. C'est pas des livres qu'il faut vous achetiez. Allez en bibliothèque, allez à la Bulac, qui est la bibliothèque de l'INALCO. Si vous êtes étudiant, vous pouvez vous inscrire. Vous y avez accès. Si vous êtes chercheur, vous avez accès aux professionnels. Vous pouvez y accéder aussi. Je vous ai mis le lien catalogue Bulac où vous avez plusieurs ouvrages qui sont majoritairement, il y en a 9 sur 10, ils sont en japonais. Maintenant, allez-y, parce que vous allez quand même pouvoir trouver de bons ouvrages. À la BNF, il n'y en a pas. Il va y avoir celui que je fais gagner, qui est ici, qui est le fameux, le micro, qui est le fameux Aniwa qui avait été publié donc en 2001 à la Maison de la Culture du Japon.
Donc c'est ouvrage collector que je fais gagner. Celui-ci est à la BNF. Mais voilà, il n'y a pas eu non plus beaucoup de publications aujourd'hui. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais vous pouvez prendre à la BNF, il faudrait voir au musée des Arts Déco à Paris, les différents livres je vous mets ici, Aniwa Japanese Terracotta Figurines de Watson de 84. Vous avez de Chris Culture Proto Historic Japan, qui est hyper intéressant parce que c'est un livre qui fait référence justement à la période d'avant, la période Yayoi, donc un rapprochement aussi sur ce travail des céramiques et de l'argile. Donc ce bouquin est intéressant. Vous aviez aussi un livre de Takashi Sano qui fait un rapprochement avec justement les temples et la culture Shinto pour pousser. Voilà, ça date de 2007. Et pareil en dessous, quand je parle de Japan's Golden Age, Momoyama, notre période, qui fait référence à Kofun, vous avez ici des ouvrages. Attendez, je vais tousser 2 minutes. Je cote le micro en toussant parce que sinon ça va être vous n'aurez plus d'oreilles. Ce livre-là date de 96. Donc vous voyez, on n'est pas sur des livres qui sont récents. Il n'y a pas eu tellement de recherches hormis archéologiques, hormis depuis les 5 dernières années au Japon traitant des Kofun. Donc il y a une grosse fouille là, qui vient d'être faite. J'attends avant d'en parler puisque j'attends qu'il y ait des papiers qui sortent justement dessus. Mais voilà, ça fait peut-être 5-10 ans qu'il n'y avait pas eu de recherche, de fouilles sur les Kofun, sur les Aniwa. Donc, gardez en tête que ces ouvrages sont des ouvrages qui vont vous apporter une lecture à un instant T. Le catalogue qui avait, donc même plus qu'un catalogue, ce livre qui avait été édité Maison de la Culture Japon en 2001, c'est le seul en français qui est très complet, qui va vous donner un aperçu vraiment des Aniwa. Vous pouvez tout savoir sur les Aniwa. Bien entendu, comme je disais tout à l'heure, c'est un domaine d'activité, un champ de recherche qui ne demande qu'à être creusé encore plus. Et comme tout d'ailleurs, comme tout terrain archéologique, il y a encore beaucoup de choses. Et moi, je suis persuadé qu'il va y avoir des nouvelles recherches, avec notamment un lien entre les Aniwa, ces sculptures funéraires, avec d'autres cultures, puisque je suis persuadé qu'il y a eu... Voilà, il y a eu des mouvements à ces époques, ça c'est sûr. Et puis ce qui est hyper intéressant aussi, ce que je disais par rapport notamment au tatouage de clans, ce qui peut être très intéressant à étudier, sont les rapprochements entre régions, entre clans, où là il va y avoir des rapprochements en termes de motifs, en termes de peut-être de type de pièces. Voilà, maintenant aujourd'hui on verra en fonction des futures recherches qui seront faites. Et puis bon, vous voyez la taille des tertres funéraires. Et puis il faut se dire qu'après l'histoire japonaise ça n'a pas été quand même très très simple, donc forcément je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de coins au Japon non étudiés, mais je suis persuadé qu'il y en a encore, et ça c'est sûr. Donc voilà en termes de bibliographie. Donc comme je vous le disais, cette slide de présentation, ces jolies petites slides, enfin vous me direz si elles sont jolies, vous les retrouvez, en tout cas je reposte le replay sur Twitch, je reposte le replay sur YouTube, et donc vous l'aurez, je posterai uniquement ça puisque là maintenant je vais faire le tirage au sort pour dire qui va gagner le livre. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, je suis là pour ça, avec grand plaisir, pour vous renseigner et encore une fois vous répondre à vos questions, vous orienter vers éventuellement des spécialistes, parce que voilà, on a tous des contacts, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.